Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir sur cette table ronde bleu blanc cœur. On va pas tarder à démarrer. L'objet de cette table ronde, c'est la nutrition du sportif. L'objectif de cette table ronde, c'était avant tout de pouvoir répondre à vos questions. Donc, bienvenue sur cette table ronde bleu blanc cœur. Moi, c'est Julie Laurenceau. Je suis référente santé humaine et je suis également en lien avec les professionnels de santé qui soutiennent la démarche bleu blanc cœur. Et Mhm. je suis accompagnée aujourd'hui par nos intervenants qui sont Véronique Liès, diététicienne nutritionniste. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour tout le Et, monde. et par Hugo et Benjamin, donc qui sont les fondateurs de Innot Sweet Trust. Bonjour. 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 Aujourd'hui, nous allons parler de nutrition du sportif et nous allons répondre aux questions que vous nous avez posées lors de votre inscription à cette table ronde. Sachez que voilà, si vous avez d'autres questions durant la présentation, il ne faudra pas hésiter à nous les mettre en commentaire. Et si on a le temps, on tentera d'y répondre à l'issue de cette table ronde. Alors, je voulais peut-être commencer par une question pour In Not Sweet Trust, soit Benjamin, soit Hugo. Je voulais savoir pourquoi avoir créé un média sur la nutrition sportive. Alors, pourquoi on a créé ce média? Tout simplement parce qu'on avait pour objectif avec mon ami Ben, du coup, de donner des clés de lecture aux consommateurs. Alors, ça veut dire quoi, donner des clés de lecture aux consommateurs? Ça veut dire leur donner en fait un outil leur permettant de comprendre ce qui se cache vraiment derrière un produit, en fait, de comprendre la réalité des produits. Donc, nous, on est spécialisé plutôt sur effectivement les compléments alimentaires pour sportifs, en tout cas sportifs, que ce soit professionnels, bien-être, etc. Et l'objectif, en fait, c'est de donner l'opportunité à ces consommateurs-là de dire, bon, bah voilà, quand je vais acheter un produit, je vais acheter un peu le monde qui va avec, et je vais être conscient finalement de tous les enjeux qui gravitent autour de ce produit-là. Et donc, du coup, notre objectif, nous, c'est de motiver en fait des choix de consommation plutôt responsables. Donc, on ne dit pas qu'il faut acheter ci ou pas acheter ça. Nous, l'objectif, après, on laisse le libre arbitre à chacun et chacune. Mais en tout cas, on prend une étiquette de produit et on dit, voilà, ben, au regard de cette étiquette-là, voilà ce que vaut le produit, en tout cas aujourd'hui. Et en fait, c'est notre objectif et c'est pour ça qu'on a créé Igna Sweet Trust. Et donc, du coup, on donne ces clés de lecture au travers de publications, au travers des réseaux sociaux, au travers d'articles très détaillés sur notre site et aussi au travers plus récemment d'un podcast, puisqu'on met à l'honneur vraiment des intervenants de qualité et ça permet justement à ceux qui nous suivent d'aller plus profondément dans des sujets. Voilà. Super. Et donc, du coup, en fait, selon vous, il faut déjà adapter son alimentation quand on est un sportif amateur. Alors, c'est même, je pense, tout le monde doit adapter son alimentation vers des aliments les plus vrais possibles, donc c'est-à-dire les moins transformés, que ce soit pour des raisons tout d'abord économiques. Les produits les plus transformés aujourd'hui sont très chers au regard de la qualité réelle. Des raisons écologiques, parce que forcément, quand on va, toutes les étapes de transformation sont très énergivores sur le process, et également sur sa santé. C'est aussi un peu ce qui nous rassemble aujourd'hui ici pour ce webinaire, c'est d'arriver à avoir justement d'être rassuré et d'avoir l'assurance de l'innocuité ou en tout cas d'un gain sur sa performance si on est sportive, bien entendu, mais aussi d'une garantie sur sa santé sur le long terme. Aujourd'hui, avec tous les produits qui sont de plus en plus transformés avec soit des méthodes de production, soit des ingrédients qu'on va ajouter où l'innocuité aujourd'hui réelle il n'y a pas de consensus ou il n'y a pas de certification dessus. C'est plus simple et plus sain d'aller justement vers ce type de produit. Et c'est ce qu'on essaye de montrer. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on est spécialisé, nous, sur la nutrition sportive et les compléments alimentaires. Mais ces compléments alimentaires et c'est de la nutrition sportive, ces produits-là ne sont pas obligatoire. Au contraire, la base et le socle commun, c'est une alimentation la plus brute possible et la plus saine et équilibrée, pas forcément par rapport à ce que son influenceur préféré dit, mais plutôt par rapport à nos propres besoins, besoins qui sont mus par qui on est, quel sport on fait et quelles sont aussi nos problématiques professionnelles et bien entendu personnelles.
Merci beaucoup, Benjamin. Et alors, donc Véronique, en tant que diététicienne nutritionniste, formatrice de professionnels de santé, également auteur de livres de nutrition, quel est ton point de vue justement sur cette adaptation de l'alimentation quand on est un sportif et peut-être avec une vigilance justement sur les messages qu'on peut apporter sans induire d'orthorexie, c'est-à-dire donc une obsession hein, de manger toujours de la nourriture saine? Oui, mais alors je rejoins complètement ce qui a été dit. C'est clair qu'il y a un lien entre nutrition et performance. Et ce lien, il est vrai aussi pour les sportifs que je qualifierais d'amateurs. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit adapter énormément son alimentation. C'est simplement qu'on doit y prêter une attention peut-être encore plus importante si jamais on a un petit objectif de performance ou ce genre de choses-là. Et puis, il n'y a pas que la performance. L'idée, c'est aussi de faire une bonne prévention en termes de blessures, c'est de se sentir bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je remarque quand même qu'il y a de plus en plus, et c'est tant mieux, de personnes qui se mettent au sport et à faire des choses peut-être un petit peu particulières. Il y a plus de marathoniens qu'avant, il y a plus de gens qui se mettent à faire des triathlons et qui lisent beaucoup de choses et pas toujours des choses très intéressantes. Et donc, je rejoins complètement l'idée que la base, c'est vraiment l'assiette, très clairement. Et puis après, il y a des stratégies vraiment utiles qu'on peut adopter pour pour poursuivre certains objectifs plus précis. Je pense notamment à la boisson de l'effort ou ce genre de choses qui est évidemment bien plus spécifique de l'effort que monsieur et madame tout le monde. Mais heureusement qu'il y a un lien entre l'alimentation et la performance, sinon on ne serait pas là. Merci beaucoup et je vais repasser du coup la parole à Innot Sweetrust. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut manger juste avant une séance de sport et juste après et avec peut-être aussi ajouter des infos par rapport à l'hydratation qui est hyper importante aussi dans la pratique sportive. Alors, je pense que bien s'alimenter, comme le disait Véronique, dans le cadre d'une activité sportive, c'est ultra important. Mais après, c'est aussi propre à chacun. Moi, à titre personnel, je suis pratiquant de CrossFit et le bol alimentaire, je l'envisage sur une semaine complète. Donc, c'est-à-dire que voilà, j'essaye d'avoir un bol alimentaire équilibré. Alors, des fois, il y a des petits ajustements. Je peux m'autoriser aussi certaines choses. Et après, dans le cadre d'une journée, voilà, je suis quelqu'un, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais bien manger le midi, et je vais avoir une petite collation en milieu d'après-midi. Et c'est une petite collation à base de fruits du moment, du fruit de saison, avec peut-être quelques oléagineux, mais en fait, ça va s'arrêter là. Et après, 2 heures et demie après, je vais avoir ma séance de sport et je vais me sentir bien pendant cette séance de sport. Et quand je vais rentrer de ma séance de sport, ben, je vais manger en fait mon dîner du soir tout à fait normalement. Moi, j'envisage en fait ça comme ça, mais ça va être différent en fait d'une personne à une autre. Il y a des gens, ils vont vouloir obligatoirement prendre un petit shoot, un petit booster juste avant leur entraînement. Ils vont vouloir après prendre une collation directement une fois qu'ils vont s'être entraînés. Il n'y a pas de, enfin, comment dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Je pense qu'il faut vraiment envisager ça dans le sens où il faut être conscient que l'objectif de base, c'est l'assiette, et donc il faut avoir une alimentation qui est adaptée par rapport à son activité physique, mais sur l'ensemble du pas de temps, donc hebdomadaire, hein, de la semaine. Et après, on ajuste en fonction de son ressenti journalier, etc., avec de la complémentation alimentaire. Moi, j'envisage ça plutôt comme ça. Pour ajouter deux, trois inputs, je pense que le danger, c'est justement peut-être de diaboliser ou au contraire d'embellir les propriétés ou les bienfaits de certains aliments. On arrive justement à des bêtises aujourd'hui, des inepties, de penser qu'il y a des super aliments qui existent aujourd'hui. Il y a des aliments qui ont plus ou moins effectivement de vitamines et minéraux, mais à côté de ça, peut-être que justement, on contrebalance avec un prix un peu moins cher, ou plus de fibres, ou plus de protéines, ou moins de glucides, etc. Et en fait, on va très rapidement donner des étiquettes à des aliments. On va dire que justement, je sais pas, la baie d'açaï, c'est un super aliment parce qu'il y a un peu plus de vitamine C qu'on peut retrouver un peu partout, encore une fois, comme disait Hugo, dans une assiette équilibrée et surtout sur l'échelle de la semaine. Pour répondre plus spécifiquement à la question, Julie, c'est
Effectivement, il y a des petites nuances à apporter sur les aliments versus les produits. C'est-à-dire que, à mon sens, il n'y a pas forcément d'aliments à bannir ou à favoriser, mais il y a des produits qui sont plus ou moins intéressants. Comme le disait Véronique, forcément, la nutrition et l'alimentation va permettre d'améliorer ou non, en tout cas de moduler un peu la performance sur le temps T ou sur le temps long. Typiquement, des édulcorants de synthèse, certains types d'additifs, certains produits ultra transformés. Sur le temps long, on se pose des questions sur leurs impacts plutôt négatifs sur notre corps et donc, de fait, sur notre performance. Sur le temps T, en fonction de quand est notre séance sportive, si c'est justement dans les 20-30 prochaines minutes, on va peut-être éviter de se faire un steak frites juste avant. Peut-être que juste une poignée de graines, un fruit bien mûr, une compote serait plus intéressant. Si c'est plutôt, je sais pas, une heure et demie avant, on peut partir sur quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus consistant, type des porridge, même d'une tranche de pain complet, pareil, des oléagineux ou un fruit X ou Y. Pareil, c'est intéressant justement pour, pas forcément pour améliorer la performance en tant que telle, mais en tout cas pour euh, faire en sorte d'atteindre la performance voulue et d'une certaine manière d'améliorer la récupération euh, après. Et alors, du coup, concernant l'hydratation, justement, comment on la gère? Est-ce qu'il vaut mieux boire avant, pendant, après? Enfin, quelles sont justement vos recommandations par rapport à ça? Là, on parle vraiment plutôt d'une séance d'entraînement, quoi. Il faut boire tout le temps. L'eau, c'est la vie. Mais non, blague à part, forcément, il faut avoir l'hydratation permet d'atteindre enfin, de maximiser sa performance, que ce soit sur des épreuves plus explosives comme le CrossFit, où on va mettre nos fibres musculaires à rude épreuve et forcément, on va avoir peut-être un leak en certains minéraux. Donc, c'est très important justement d'avoir de l'eau et surtout un apport en vitamines et minéraux intéressant. Moi, effectivement, là, je fais le marathon de Paris dans 2 jours. Euh, il va falloir que je boive beaucoup avant, beaucoup pendant, pour faire en sorte justement de maximiser ma performance, mais surtout ma récupération et faire en sorte que j'arrive à marcher, pas forcément lundi, mais en tout cas, et en espérant mardi correctement. Parce que là, on rentre dans la période estivale avec les beaux jours qui vont arriver, etc. Et comme dit Benjamin, ce qui est aussi important, c'est l'été où déjà on transpire beaucoup plus que la normale. Et après, dans le cadre de la pratique sportive, on a souvent tendance à pas bien s'hydrater, enfin à se sous-hydrater, à pas autant boire que ce qu'il faudrait en fait. Et donc du coup, c'est là aussi où il faut redoubler d'efforts pendant l'été et pendant la période estivale, en tout cas surtout en période de forte chaleur pour justement boire plus que d'habitude et surtout aussi bien veiller à boire des eaux effectivement riches en sel et en minéraux. Parce que justement, on a une grande perdition. Et enfin, moi, par exemple, si je buvais de l'eau plate du robinet, qui est quand même assez pauvre en sels minéraux, parce que je suis dans un club de sport où en fait on a un robinet, on a des gourdes à disposition, etc. Bah, en fait, ça m'arrivait même en buvant de cramper en fait, parce que justement, c'était une eau qui était assez pauvre en minéraux. Donc voilà, il faut vraiment aussi avoir conscience de ça et faire cet effort-là, surtout à l'arrivée en fait de l'été et des fortes chaleurs. Est-ce que tu voulais, merci Hugo, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Véronique? Oui, alors l'hydratation, on peut en parler 5 heures, hein. Je pense qu'elle fait, elle fait 2 heures dans mon cours sur la nutrition du sportif parce que justement, il faut adapter, on l'a dit, avec les minéraux et tout ça, mais parfois on doit aider. Donc, il ne faut pas hésiter quand, je ne sais pas moi, si Benjamin va faire son marathon et qu'il fait très, très, très chaud et qu'il transpire beaucoup, bah, il va falloir l'encourager à rajouter du sel dans sa boisson. Donc l'eau toute simple, elle ne va pas suffire de la même façon qu'on va rajouter des glucides et que la quantité de glucides, elle va varier selon la température extérieure, selon la durée de l'effort. Et donc tout ça, ça doit faire partie d'une stratégie vraiment bien étudiée. Ça ne s'improvise pas. Et je suis sûre que Benjamin a déjà sa stratégie toute faite pour son marathon. Mais donc, l'hydratation, c'est majeur, mais elle n'apporte pas que de l'eau. Elle apporte aussi de l'énergie pour les efforts un petit peu plus longs. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de troubles digestifs, notamment dans les sports d'endurance, et que le fait de rajouter des glucides, eh bien, ça réduit le risque de troubles digestifs si on fait les bons choix. Si on met plein de fructose dans son eau,
c'est pas une bonne idée non plus. Donc, il faut vraiment faire appel à quelqu'un qui s'y connaît bien pour avoir une bonne composition de boisson de l'effort, parce que c'est un élément majeur de la performance. Merci à toi. Et alors, selon toi, donc pourquoi la pratique sportive peut couper l'appétit ou son contraire? Alors, c'est une question d'intensité. Donc, quelqu'un qui pratique à très forte intensité, qui va produire énormément d'adrénaline, l'effet du stress de la compétition va plutôt avoir un effet coupe-faim. Hein. Tout ce qui est adrénaline, cortisol, ça a quand même plutôt un effet coupe-faim. Par contre, quand on fait un effort un peu plus modéré, mais plus long, on peut avoir alors plutôt l'effet de l'épuisement du glycogène qui va alors plutôt ouvrir l'appétit. Donc c'est en général plutôt une question d'intensité, et puis on est tous différents hein, de toute façon. Merci beaucoup. Et donc, j'avais une autre question encore pour toi, Véronique. C'est donc, selon toi, quels sont les aliments à favoriser pour augmenter les chances de se muscler? Et bah, je passerai à la suite après. Vas-y, déjà, réponds à cette partie-là. Bon, ben, je dirais que la base de la stratégie pour se muscler, c'est la bonne combinaison entre quel exercice et quelle assiette. Évidemment, tout le monde le sait, pour faire du muscle, il faut des protéines en suffisance, mais il y a vraiment toute une stratégie. C'est pas tellement une question quel aliment, c'est plutôt quel macronutriment, on va dire. Et là, je voudrais quand même préciser qu'il faut bien sûr des protéines en suffisance, il faut surtout des protéines au bon moment et bien fractionnées sur sa journée, mais il ne faut pas oublier qu'il faut des glucides aussi pour faire du muscle, parce qu'on a besoin de cette petite élévation de l'insuline, alors qu'on peut avoir avec la leucine, mais bon, ça c'est encore tout un autre débat, autant apporter ça par des glucides pour refaire notamment son stock en glycogène. Et puis, on n'en parle pas assez, mais il ne faut pas oublier les oméga 3 qui n'ont pas un effet direct comme ça sur la masse musculaire, mais si on n'a pas suffisamment de défense anti-inflammatoire, eh bien l'inflammation est extrêmement délétère à la santé du muscle. Et donc, on voit bien toute l'importance d'avoir un bon équilibre dans l'assiette. Et donc, en post-séance, voilà, on considère qu'il serait utile d'avoir 20, 25, 30 grammes de protéines en fonction de l'intensité de l'effort. Et il ne faut pas partir dans des délires de grosses quantités parce que ce n'est pas nécessaire pour avoir une bonne masse musculaire. Et c'est là où on peut manger des sardines bleu blanc cœur, du coup. Parce qu'elles sont Ah, riches en mais oméga 3, elles sont riches en calcium et riches en protéines. Mais c'est pas que là, c'est tout Pas le que temps là, qu'il pas que faut là. les manger. Non, j'avais envie de faire un petit placement de produit quand même. Non, mais c'est vrai, c'est tellement important ces oméga 3, que ce soit sous la forme des œufs aussi. Hein. Les œufs, ils ont une qualité de protéines excellente. Les œufs bleu, blanc, cœur ont aussi toute leur place, bien, bien évidemment. Oui, donc pour situer un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas toute l'étendue de la gamme bleu blanc cœur, on a effectivement des produits bleu blanc cœur, donc type produits laitiers, viande, œufs, donc qui sont des produits animaux. On a également dans les produits animaux donc une nouvelle gamme produits de la mer, où on s'intéresse non seulement effectivement à l'aspect durabilité des pêches, mais aussi donc évidemment à l'aspect nutritionnel. On garantit un seuil minimal d'apport en oméga 3 sur ces produits. Et puis une gamme végétale qu'on connaît un petit peu moins, mais notamment à base de lin. On a pas mal de produits céréaliers à base de lin. Et justement, Véronique, on a eu une question en fait d'un auditeur sur justement des conseils qui seraient adaptés pour les sportifs végétariens justement vis-à-vis de cet apport en protéines euh, nécessaire. Alors c'est vrai qu'il y a, c'est une réalité, une différence de qualité, on va dire, entre les protéines d'origine animale et végétale. Il n'empêche, donc on sait que les protéines d'origine animale ont une haute valeur biologique avec tous les acides aminés essentiels. Il n'empêche qu'il est tout à fait possible, mais vraiment sans aucun problème, de végétaliser au maximum son assiette et d'avoir bien sûr tous les acides aminés essentiels. Il suffit pour ça d'avoir la bonne stratégie de complémentarité et justement d'opter pour les bonnes associations qui se font sur la journée, hein, pas nécessairement juste après. Mais c'est vrai que les études, on va pas se mentir, les études montrent une petite différence, mais quand on est
vraiment à même déjà un bon niveau, mais amateur, ça ne fait pas une grande différence. Mais les études montrent une petite différence de qualité. On sait qu'il y a aussi cette notion de protéines rapides versus protéines lentes, et c'est le cas notamment de l'AOE, puisqu'on sait que l'AOE est plutôt une protéine rapide. Mais vraiment, je vous rassure, en faisant les bonnes associations, il est tout à fait possible d'avoir une bonne masse musculaire en étant végétarien. Il y a suffisamment de sportifs de haut niveau qui l'ont montré et qui le font, donc ça ne pose absolument pas de problème. Merci beaucoup. Et on a une question en direct sur peut-être repréciser en fait où on trouve justement les oméga 3 de manière générale dans notre alimentation. Alors, il y a des sources Pour répondre. d'origine animale, évidemment. Donc, les petits poissons gras, on a parlé des sardines, mais il y a le maquereau, il y a le hareng, il y a le saumon. Mais bien sûr, plus on va aller vers des gros poissons et plus on a cette problématique des métaux lourds, des dioxines, etc. Donc, on va plutôt viser de préférence les petits. Euh, et ensuite, vous avez un vrai manque dans l'assiette aujourd'hui, avéré, et d'où pour moi l'intérêt vraiment des produits bleu blanc cœur, c'est de choisir des œufs qui viennent de poules qui ont été bien nourries, comme ça ils apportent des oméga 3. Et puis vous avez tout le côté plus végétal qui apporte plutôt le précurseur, hein, l'acide alpha-linolénique, contrairement aux autres où c'est plutôt de l'EPA et du DHA. Et donc le précurseur qu'on va trouver dans l'huile de colza, dans l'huile de lin, et dans la farine bleu blanc cœur, la linette, qu'on va trouver dans des produits intelligents qui justement permettent d'apporter ces oméga 3 qui sont essentiels à la santé. Alors ici, on parle de l'effet anti-inflammatoire, mais tu sais, Julie, que les oméga 3, c'est mon dada et que c'est loin d'être le seul de leurs bienfaits, puisqu'on sait que ce sont des prébiotiques. Ils vont jouer vraiment sur la qualité du microbiote, sur l'écosystème intestinal. Ils sont importants pour la peau, pour le cerveau, ils sont antidépresseurs, ils sont importants pour la gestion du poids. Moi, je dis toujours que c'est du gras qui fait maigrir. Et c'est vrai, manquer d'oméga 3 peut entraîner des modifications métaboliques qui conduisent à vraiment une résistance à la perte de poids. Donc, c'est vraiment les oméga 3, ils sont centraux dans la santé et dans l'alimentation. Merci beaucoup pour cette mise au point. Et alors, du coup, je vais repasser la parole à Hugo et Benjamin. Selon vous, est-ce qu'il y a des aliments à favoriser ou à bannir pour améliorer ses performances sportives durant une compétition? On y a un peu répondu précédemment. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'aliments ni à favoriser ni à bannir à partir du moment justement on a une stratégie globale qu'on n'arrive pas normalement tout sportif qui se respecte n'arrive pas la veille enfin se réveille pas la veille de la compétition. C'est que forcément derrière il y a un entraînement, mais il y a aussi une hygiène de vie globale qui s'est faite. Donc, la majeure partie se fait dans l'assiette, une grande partie de ça, bien entendu, à l'entraînement, et il y a le reste, c'est le sommeil. Et effectivement, après, comme disait Hugo, on peut mettre en place des stratégies de complémentation si on a des manques, si on a des besoins supérieurs. Donc, forcément, comme disait Véronique, les omégas tiennent une place très importante dans le maintien de la performance, en tout cas la conduite de la performance du sportif ou de la sportive. On va avoir certaines vitamines qui vous permettent également de maintenir un niveau de forme relativement intéressant, type vitamine D ou vitamine C par exemple, hein, que ce soit pris en complémentation ou dans le cadre d'un régime avec des variés, avec des aliments vrais. Et après, c'est encore une fois en fonction de son sport. Là, on pourrait, comme disait Véronique, là, je pense qu'on pourrait tenir 10 heures sur les bols alimentaires et les régimes alimentaires par rapport au sport pratiqué. Euh, Peut-être juste de façon générale, quelles seraient les nuances du coup entre sport d'explosivité ou sport d'endurance? alors, sur un sport d'explosivité, comme on le disait, sur la partie CrossFit ou même sport de force, il y a forcément des enjeux justement d'avoir des sources d'énergie relativement faciles à utiliser rapidement par le corps versus de l'endurance plus ou moins longue. Donc, oui, il y a pour un 10 km, mais on peut partir marathon, trail, ultra trail où là, forcément, les filières énergétiques vont être un peu différentes.
on va être plutôt sur des sucres simples pour de l'explosivité. On peut aller sur des sucres un peu plus complexes pour de l'endurance. Je parle sous le contrôle d'une diététicienne avec nous. Et potentiellement, même d'autres filières, on le voit aussi, nous, de plus en plus de sportifs vont vers la filière de lipides. Donc, ils ne vont plus prendre du sucre sur des trails, ultra-trails, mais plutôt des sources de gras pour tenir jusqu'au bout. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, la pâte de fruits, le gel ou le tuc, on a un peu notre claque sur des épreuves d'endurance longue. Donc, à un moment donné, effectivement, il y a des sportifs qui choisissent d'aller vers d'autres filières. Si Ça, tu voulais c'est tout à fait vrai, mais pour les très très longs, les très très Totalement. longues épreuves, quoi. Totalement. Peut-être, Merci. Tu voulais rajouter autre chose, Véronique, ou ça va? Non, non, c'est tout à fait exact. Après, il faut bien définir les glucides complexes, hein. C'est clair qu'on ne va pas manger non plus plein de fibres juste avant une compétition ou en pleine compétition. Donc, il y a aussi cette notion de digestibilité qui est très importante. Et c'est vrai que même pendant une épreuve d'endurance comme un marathon, on peut aussi tout à fait aller vers des sucres dits rapides. Ça ne pose pas de problème. Mais c'est vrai que ce sont des stratégies quand même assez différentes entre un sport très explosif et un sport d'endurance. C'est tout à fait exact. et dans la stratégie, on oublie aussi l'eau. Et je vois deux questions justement qui ont été mises dans le chat vis-à-vis de ça. Je me permets d'y répondre là-dessus rapidement. Donc la première de Dominica qui nous pose la question sur les électrolytes. Euh, alors, pour une séance de musculation, on peut dissocier ça justement sport d'explosivité et sport d'endurance. Je commence par l'endurance et l'ultra-endurance. Ça peut commencer à être intéressant parce qu'effectivement, on n'a pas forcément une bouteille de départ ou, euh, ou de ceinture à se balader dans le camelback. Donc pourquoi pas, justement, dans ces cas-là où on commence à faire 50, 80, 100 km. Ça peut commencer à être intéressant. Sur des épreuves plus courtes euh, et sur de la musculation, je pense qu'au vu en tout cas des électrolytes qu'il y a sur le marché, on est plus sur un joli package marketing très cher, plus qu'un réel intérêt par rapport justement soit à une boisson d'effort qui aura été fait maison et qui aurait bien été fait, la pincée de sel comme disait Véronique tout à l'heure, ou juste une alimentation suffisamment riche en vitamines et minéraux pour combler justement les manques. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Et je rembraye sur juste, pareil, la différence entre eau, bouteille, eau, robinet. C'est une vraie question assez qui nous revient en tout cas très souvent. Quand on regarde aujourd'hui les recommandations un peu de l'ANSES ou en tout cas de l'Agence de l'eau, en France, on est un pays où on a de la chance. Donc, globalement, 96 ou 97% de l'eau du robinet est potable et globalement, en plus, alors, à défaut d'être très bonne au goût partout, en tout cas, elle est propre et bonne pour la santé. Il y a quand même le côté aussi de, le, de la problématique et du paradoxe environnemental d'acheter encore de l'eau en bouteille dans un pays où on a de l'eau potable au robinet qui coûte entre 100 et 200 ou 400 même parfois fois plus cher que l'eau qu'on a au robinet. Donc il y a un petit sujet aussi un peu de bon sens, d'éviter d'acheter de l'eau en bouteille, en particulier des petits formats. En revanche, dans le cadre justement d'une performance sportive, on va avoir des eaux qui sont enrichies en minéraux. J'ai cité l'épar et la ceinture par exemple. Épar en, en pré-workout et peut-être la ceinture plus riche en bicarbonate justement pour améliorer sa récupération. Ça ne veut pas dire que c'est une stratégie qui doit être mise en place tous les jours, parce que des eaux trop minéralisées, ça peut avoir aussi quelques problèmes et conséquences négatives pour la santé. En revanche, de le faire de temps en temps, typiquement moi, dans mes gourdes pour le marathon, j'aurai un peu d'épargne et j'aurai une bouteille de ceinture qui m'attendra à l'arrivée. Mais c'est de manière, du coup, très ponctuelle. Et justement, merci Benjamin pour rebondir sur cet aspect durabilité et choix, enfin des choix voilà, plus raisonnés pour notre planète. On avait une question autour des intérêts de la banane pendant l'effort et justement, par quoi on peut substituer cette banane pour éviter d'en manger un peu trop souvent. Objectivement, pareil, hein, je pense qu'il n'y a pas de. Ça fait très Astérix, Mission Cléopâtre. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvais aliments. Mais la banane en soi, ça pourrait être considéré que si on le dit trivialement comme un super aliment, on a du sucre, on a des fibres, on a des minéraux qui sont intéressants pour le sportif.
On peut substituer par beaucoup d'autres fruits. Alors effectivement, c'est difficile de se dire qu'on va changer la banane pour une pomme parce que forcément, c'est pas ni les mêmes fruits, donc c'est pas les mêmes teneurs en macro et micronutriments. C'est plutôt sur encore une fois, le bol complet. C'est ce qui fait que c'est très intéressant l'alimentation et la nutrition, c'est qu'on est tous différents et surtout, en fait, il n'y a pas de solution magique qui dit qu'on va pas, on peut substituer un aliment par un autre parce que ça marche pas du tout comme ça. La vie n'a jamais fait en sorte de pouvoir substituer une espèce ou une variété par une autre parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc de la même manière, il ne faut pas qu'on voit ça dans notre bol alimentaire. C'est pas des substitutions d'un ingrédient par rapport à un autre, c'est plutôt ah bah je n'ai pas du coup les fibres ou les vitamines ou les minéraux dans ma banane, je peux les retrouver ailleurs. Donc, mais avec une pomme, une poire, ça peut être tout à fait intéressant aussi en matière d'apport de sucre et de certaines vitamines. Avec l'eau et surtout des produits justement suffisamment frais pour avoir l'accès à des minéraux également, bah, en fait, on peut avoir ça aussi. Il y a toujours le problème de l'impact environnemental de la banane. En soi, c'est pas tant le transport qui est problématique parce que sur un bilan carbone global, enfin, le transport, c'est 3 ou 4% maximum. C'est plutôt de savoir d'où elle vient et comment elle a été produite. En bio, c'est plus intéressant. Si effectivement on utilise encore certains produits phytosanitaires qui sont problématiques, notamment comme ça a été le cas avec la chlordécone jusque dans les années 90 dans les Antilles, il faut se poser effectivement la question de la durabilité de la filière. Mais en soi, une banane de temps en temps, il n'y a pas trop de problématiques là-dessus. Tu es en phase, Véronique? Oui, oui, non, mais on en revient à cette notion de variété et c'est important de le dire parce que dans tes premières questions, il y avait ben, comment on fait pour pas induire de l'orthorexie, etc. Et justement, proposer plein d'alternatives, entre guillemets, ou de choix différents et variés, c'est une des façons d'éviter ça parce qu'il y a énormément de choses. Ça, des gens, ça c'est bon. Ben, il suffit de regarder parfois certains bodybuilders qui mangent tous les jours la même chose au petit déjeuner, des omelettes de blanc d'œuf, du blanc de poulet, du brocoli, et qui sont persuadés de manger sainement. Et il n'y a rien qui est sain quand on mange tout le temps la même chose. Alors, bien évidemment, on peut dire, OK, aujourd'hui, pas de banane, on va mettre des dattes, par exemple, pourquoi pas, ça peut aussi être très intéressant. C'est pas la même chose, mais c'est aussi, voilà, chaque aliment étant tellement spécifique, il va apporter des choses différentes. Et il y a une vieille publication que j'aime beaucoup hein, qui montre que plus vous mangez varié à calories égales et plus vous couvrez les besoins micronutritionnels. Et donc, ça, c'est vraiment la preuve qu'il y a cette notion de complémentarité aussi qui est vraie de manière générale dans l'alimentation. Merci. Et donc, je vais te laisser la parole, Véronique, pour répondre à une autre question. Vaste sujet, donc, sont les aliments ultra transformés. Donc, déjà, comment ces aliments peuvent impacter nos performances sportives? Est-ce qu'il y a eu des études sur le sujet? Alors, je n'ai pas comme ça d'études sur les... Voilà, je n'ai pas été chercher des études. Par contre, des études sur le lien entre aliments ultra transformés et prise de poids, et tension artérielle, et cancer, et santé mentale, et troubles du microbiote, et tout ce que vous voulez, elles existent. Donc, bien évidemment, c'est clair qu'il y a un impact sur la performance. À partir du moment où on n'est pas en bonne santé, ça ne peut pas aller. Et c'est vraiment c'est une notion qui me chatouille beaucoup, j'en parle beaucoup dans mes newsletters, etc. Parce que il y a encore tellement de personnes qui regardent les étiquettes en se disant, ah, ça c'est 80 calories, ah, ici c'est 120, je choisis celui de 80, alors que c'est un aliment qui est beaucoup plus transformé. Et on a maintenant vraiment des publications qui sortent et qui mettent en avant le fait que des calories, c'est pas juste des calories. La qualité de l'alimentation est un élément vraiment majeur aujourd'hui. Et donc, là, il y a la notion de répartition des macronutriments, parce qu'ils ne sont pas métabolisés de la même façon. Vous ne pouvez pas dire, je mange 2000 calories que de protéines, que de lipides, que de glucides, bah, c'est 2000 calories. Bien évidemment que non, puisque vous avez cette notion de protéines, d'excès d'acides aminés branchés si vous en mangez trop, vous avez cette notion de rapport oméga 6, oméga 3, et alors, une autre notion dont Benjamin a déjà un petit peu parlé aussi, c'est tous les additifs, les émulsifiants, les édulcorants. C'est 0 calorie et ça fait grossir.
Donc, il y a vraiment des publications. Alors, évidemment, si on en consomme un petit peu, ok, c'est pas l'idée, encore une fois, n'est pas de diaboliser. S'il y a bien une chose quand même qu'on peut diaboliser, c'est les aliments ultra transformés. Parce que, voilà, même si on en consomme tous un petit peu de temps en temps, l'idée, c'est de ne pas en faire notre quotidien. On sait qu'ils sabotent complètement notre microbiote, hein, c'est, voilà, les édulcorants. Il y a vraiment maintenant des nombreuses publications qui mettent en avant un effet notamment sur la sensibilité à l'insuline. Donc oui, très clairement, il y a un lien entre pauvre performance et consommation d'aliments ultra transformés. Et c'était l'introduction déjà de dire revenons à des aliments vraiment bruts, de qualité et variés. C'est vraiment la base en fait. Merci beaucoup. Et on a eu aussi plusieurs questions qui portaient sur le jeûne intermittent. Alors, je veux bien déjà peut-être votre avis, Benjamin ou Hugo, mais selon vous, est-ce que justement la pratique du jeûne intermittent peut être bénéfique pour les sportifs? Et est-ce qu'il est vraiment adapté aussi à une routine sportive matinale? Ouais. Bah justement, on en parlait un peu avant le live parce que ça a fait l'actualité. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi un peu le jeûne intermittent. Là, il y a une petite semaine, il y a une nouvelle étude. Alors, on regardait avec Benjamin, là, c'est une étude américaine qui est sortie et qui montrait que, donc, ils l'ont fait sur 20 000, plus de 20 000 personnes, je crois, et que effectivement, c'est le jeûne intermittent, en fait, provoquait une augmentation de plus de 90% des maladies cardiovasculaires. Et c'est une étude en fait un peu nouvelle dans le sens où il y a eu d'autres études qui montraient que justement le jeûne intermittent était bénéfique pour la santé. Donc en fait, on voit juste qu'il n'y a pas aujourd'hui dans la société de véritable consensus sur ça. C'est-à-dire que c'est pas arrêté parce que le consensus, il faut aussi comment dire, qui se traduisent dans la réalité. Donc ben, là, on voit bien qu'il y a des études qui sont pour, des études qui sont un peu plus contre, etc. Donc voilà, moi personnellement, je ne fais pas de jeûne intermittent. Je ne pourrais pas vous dire personnellement si c'est bénéfique du coup pour ma santé ou pas. Je sais qu'après, je connais, j'ai des amis aussi qui l'ont eu fait et qui se sentent, enfin voilà, qui ont un regain d'énergie, qui sentent vraiment une nette amélioration. Mais encore, c'est à l'échelle personnelle. C'est pas quelque chose qui est adaptable sur un échantillon représentatif de la population. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est juste qu'il faut faire attention avec ce type de dispositif, qu'il faut que ce soit encadré avec un professionnel, parce que quand on se lance dans ce genre de choses, il faut quand même avoir conscience aussi que c'est quand même particulier, et donc il faut mettre ça en place avec un professionnel de santé, hein, un diététicien, un nutritionniste, un médecin, etc. Parce que ça peut avoir des conséquences en fait sur la santé. Moi, c'est la première recommandation en fait que je ferais par rapport à ça. Et alors, du coup, peut-être l'avis de la professionnelle de santé, Véronique, sur le sujet. Alors, c'est vaste sujet, c'est vraiment très intéressant. Moi, je pense que il y a énormément de biais dans toutes les études qui évaluent l'effet d'un régime, entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'il y a un biais? Parce que déjà, le jeûne intermittent, il y a plusieurs types. Il y a le 16-8. Est-ce que là, dans les études, on parle Ouais, de là, sauter? c'était, pardon, j'ai oublié de préciser, mais c'était du 16-8 là. C'était sur le Voilà. 16-8 l'étude. Ouais. Donc, non, non, mais donc là, ben, en l'occurrence, Ouais, bien c'est bien sûr. qu'ils l'ont précisé parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des études qui sortent, on ne sait pas très bien comment il a été fait. On ne sait pas si c'est un 16-8 dans certaines études, hein. Là, je ne l'ai pas lu celle-là, mais où on le fait le matin, on le fait le soir. Et puis, souvent, ces études, elles évaluent, et c'est ça qui crée un peu de la confusion, je pense, les bienfaits à court terme, quelques semaines, quelques mois. Mais on ne sait pas ce que ça fait sur quelques années. Euh, et donc, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faut toujours être très prudent avec ce genre de choses. Et puis, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé, parce que moi, j'observe personnellement que j'ai des patients qui font le jeûne intermittent, qui disent, ouais, mais ça marche bien, et qui du coup mangent n'importe quoi. Alors, bien évidemment, on peut très bien envisager l'idée que le jeûne intermittent bien mené soit bénéfique, alors que mal mené, je mange n'importe quoi, il augmente le risque cardiovasculaire. Donc, c'est très personnel, ça dépend des facteurs de risque, de comment c'est fait. Et donc, en effet, l'idée, c'est d'être accompagné et de ne pas prendre ça non plus pour un truc magique. Et une dernière chose, c'est certainement pas temporaire. Ça, c'est la difficulté pour moi. C'est que si vous faites quelque chose et que vous, après vous arrêtez, eh bien, vous retournez à la situation de départ. Donc, ça doit devenir un mode de vie.
qui est prêt aujourd'hui à ne plus manger de repas en famille le soir, comme ça, de façon euh, longue et sur plusieurs années. Donc, il y a un effet aussi négatif sur la vie sociale et donc, c'est tout ça qu'il faut évidemment envisager avec la personne. Merci beaucoup. Et justement, pour les sportifs qui seraient au contraire attachés donc à prendre un petit déjeuner le matin, est-ce que tu as des recommandations en termes d'aliments, de nutriments qui doivent composer ce petit déjeuner si notamment, bah, par exemple, il y a un effort qui est prévu dans la journée? C'était Bah, pour te c'est poser la évidemment, question. oui, c'est une question qui est voilà, on peut difficilement en répondre parce que ça va faire, comme on l'a dit, hein, ça fait partie d'une stratégie globale. Donc, l'alimentation, c'est pas un aliment, c'est pas un repas, c'est une journée, voire une semaine. Maintenant, pour répondre quand même un petit peu plus spécifiquement, s'il y a véritablement un effort important qui est prévu, bah, en tout cas, je recommanderais déjà de ne pas le sauter, hein, le petit déjeuner, de le prendre au moins 3 heures avant l'effort pour limiter quand même le risque de remontée, de reflux et ce genre de choses. De ne pas manger trop de fibres non plus. Elles sont évidemment pas exclues, mais ça c'est une question de tolérance personnelle. Attention à l'excès de fibres avant un effort, ça peut poser problème. Ça dépend du type d'effort aussi, hein. Si c'est de l'endurance, ça va dépendre de la durée. Donc il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. De bien penser à s'hydrater dès le petit déjeuner, même dès le lever. On a parlé de l'hydratation, elle est très importante. Donc, on se lève, on boit au petit déjeuner une boisson. Et c'est vrai que si l'effort est important et qui se fait dans les heures qui suivent, on peut malgré tout envisager un petit déjeuner un petit peu plus hyperglycémiant que d'habitude. Pourquoi pas un pain blanc au levain avec une bonne farine. On n'est pas obligé de se diriger vers des choses ultra complètes quand on a une grosse pratique d'activité physique le jour même, quoi. Et bien sûr, un petit peu de protéines. Donc, on a dit quelque chose d'assez complet, pas trop gras quand même, pour pas ralentir la vidange de l'estomac. Mais donc principalement, mais ça ne veut pas dire d'exclure le gras. Donc un pain blanc avec un petit peu d'avocat, avec un œuf oméga 3, voilà, tout ça est tout à fait envisageable. Merci. Est-ce que les garçons, vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez un avis justement? Non, ça va. Ici, sur ben, moi, je suis très attaché, par exemple, au petit déjeuner, mais c'est d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que moi, voilà, quand je me lève le matin, j'ai faim et c'est le premier moment de bonheur, entre guillemets. Donc, voilà, c'est de prendre mon petit déjeuner avec mes petits œufs au plat, mon fruit, etc. Je sais que j'ai des copains qui ne déjeunent pas du tout le matin. Ils se lèvent, ils prennent une douche, ils vont au boulot direct. Moi, j'ai jamais fait ça. Donc, après, effectivement, chacun fait un peu comme il veut. Mais moi, au-delà du plaisir que j'ai à petit déjeuner le matin, je sais aussi que je sens que mon corps aussi en a besoin. C'est-à-dire que j'ai besoin aussi de manger le matin correctement, parce que je prends ça, c'est un vrai repas complet, hein, pour voilà, commencer correctement ma journée. Et puis après, j'ai pas faim pendant toute la matinée. Je suis content aussi après d'aller manger le midi. Et puis après, voilà, c'est-à-dire que sur l'ensemble de ma journée, je vais pas avoir de fringales. Je suis arrivé ben, année après année à mettre ça en place et je me sens bien en fait. Et c'est ça en fait le principal. C'est-à-dire que je suis dans une espèce de bien-être et je pense que mon alimentation aujourd'hui a atteint une maturité pour être adaptée, en tout cas, par rapport à l'activité physique que j'ai. Donc, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le vois. Je sais pas si Ben, c'est pareil, mais On a à peu près les mêmes habitudes alimentaires tous les deux, donc moi je suis plutôt l'inverse du jeûne intermittent. Je préfère me faire 4 à 5 petits repas dans la journée plutôt que de gros. Ça permet de mieux digérer, ça permet de mieux caler ses besoins et sa faim et de mieux la gérer en fonction justement de l'entraînement que je vais faire dans la journée ou pas. Et le matin, effectivement, mais ça, je pense que c'est une habitude très européenne, voire ouest et nord-européen, où on prend le temps de se prendre. Enfin, moi, je préfère me lever 20 minutes, une demi-heure plus tôt, de prendre un déjeuner solide, plutôt que de prendre juste un café et d'attaquer la journée. On est dans la même équipe.
Et peut-être rajouter aussi que, attention aux jeûnes intermittents aussi, chez certaines personnes sensibles, fragiles, ça peut entraîner des troubles du comportement alimentaire. Mm, mm. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas spécialement une bonne idée. Ouais, Merci et juste, je beaucoup. voulais rajouter Oui. un petit truc, c'est que il faut faire attention aussi. On a souvent tendance à se sous-alimenter. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais quand on fait une activité physique intense, moi je parle par rapport au CrossFit, je sais que souvent j'ai du mal aussi à manger autant qu'il faudrait par rapport à ma dépense en fait calorique. Et du coup, en fait, sur une semaine bah, je suis un peu en sous-alimentation, c'est-à-dire que j'apporte pas autant de nutriments qu'il faudrait par rapport à la quantité d'énergie que j'arrive à dépenser justement sur la semaine par rapport à cette activité physique, d'autant quand on a un peu un corps sportif avec des muscles. Là, je parle sous contrôle de Véronique, mais de manière générale, être musclé sans rien faire, dans tous les cas, ça crame plus de calories Ah bah, que évidemment. une personne lambda qui aurait voilà, pas de musculature, enfin pas de musculature particulière, j'entends. Donc du coup, il faut pas sous-estimer aussi ça, c'est-à-dire vraiment avoir une alimentation adaptée aussi à la quantité d'énergie qu'on arrive à dépenser à l'échelle d'une semaine. Et c'est pas évident, du coup, c'est pour ça que je voulais préciser ça. Parce que bah, d'une part, aujourd'hui, avec l'inflation, etc., l'alimentation, ça coûte cher. Manger beaucoup et manger en conséquence, ça a un coût hein, non négligeable. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut être intelligent pour bien construire en fait son assiette alimentaire, qu'elle soit adaptée, et puis aussi ben, faire les bons choix en termes d'alimentation pour que ce soit le plus judicieux pour la planète, du coup, mais aussi pour son porte-monnaie. Mm. Pour rester sur le sujet du petit déjeuner, il y a Ludovic qui nous envoie comme question dans le chat un vrai sujet, c'est pendant certaines, pour les sports où il y a justement des pesées, parce qu'il y a il y a des catégories de poids. Moi, je l'ai fait à l'aviron pendant des années. Effectivement, il y a un vrai sujet, parce que quand tu dois être en dessous de certains, donc je ne sais pas, Ludovic, quelle catégorie de poids, moi, c'était moins de 72 kilos. En fonction des années, en fonction des saisons, c'est plus ou moins facile de rester en dessous. Il y en a qui arrivaient et qui jouaient la carte de l'ascendant psychologique. Ils arrivaient avec un croissant sur la balance. Ils se déshabillaient même pas. Ils étaient en dessous du poids. Donc voilà. Moi, j'étais plutôt la team qui va courir avec un sac poubelle pour essayer d'enlever tout ce qui me reste de flotte avant. Donc la stratégie qui peut être adoptée, c'est d'arriver déjà à être sur une stratégie globale, à essayer d'être 500 grammes, 600 grammes en dessous du poids cible pour être en forme et éviter justement de se dire qu'on va devoir sécher comme un pruneau juste avant la pesée parce que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais si on y Éviter les arrive, sacs poubelles. exactement, exactement. J'étais jeune encore à l'époque. Ouais. Ça va alors, excusez. Et, mais sinon, ça peut être aussi des choses plus faciles à digérer. Donc, ça peut être, même si alors, Hugo est un peu plus consommateur que moi je ne le suis pas du tout, mais ça peut être justement des protéines en poudre. C'est pas du tout du dopage, au contraire, ça peut être dans une stratégie justement Clairement. de poids, ça peut être très intéressant comme apport. Ou alors justement certains porridge où on peut avoir une, justement un apport, enfin une digestibilité qui est relativement rapide. Mais ça, pareil, c'est pas quelque chose qui doit être fait le jour J. C'est quelque chose où on doit voir si on arrive suffisamment à l'entraînement à le digérer rapidement pour pas que ça nous impacte en particulier. Là, on parle du judo, donc il y a quand même un peu d'intensité sur le tatami. Euh, c'est quand même à adapter. Et pareil, il y a certaines questions dans le chat qui se posent, mais c'est des vraies questions sur les sports d'endurance. C'est est-ce que certains types de BCA, de SUG, par exemple, je fais pas le maltodextrine, pareil, est-ce que c'est intéressant ou pas? Oui, mais il faut quand même bien le tester avant, plusieurs fois, pour être sûr que le jour J, en fait, on va pas avoir des problèmes digestifs ou juste on va pouvoir être en forme avec cette nouvelle molécule ou aliment. Là, C'est il y avait une important. question, juste Cécile qui pose une question. Bah, là, c'était juste dans le chat. Hein, là, c'est l'intérêt justement d'aller voir une professionnelle comme Véronique, c'est-à-dire de faire un bilan alimentaire sur 15 jours et tu vas voir par rapport à ta dépense énergétique si tu perds du poids ou si tu gagnes du poids et ça va te permettre justement d'avoir une alimentation qui va être adaptée à ta dépense énergétique, que tu fasses du sport ou non. Hein. Enfin, voilà, mais c'est là où justement de se faire encadrer et accompagner par un professionnel, c'est tout l'intérêt.
Mm. C'est tout à fait vrai. Et puis, il n'y a pas que le poids, il y a la performance, il y a la fatigue, il y a quand même des choses qui doivent vous alerter, entre guillemets. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que ce que tu disais, Hugo, c'est vrai, on a tendance, quand on fait beaucoup, à pas suffisamment manger, mais l'inverse est vrai aussi. Ça m'amuse toujours d'entendre, et c'est souvent le cas peut-être des sportifs un petit peu moins assidus ou professionnels, de dire, moi, j'ai été marcher 20 minutes, je peux bien manger 3 crêpes. Et donc, on a aussi l'effet inverse où on surestime un petit peu son activité physique par rapport à ce qu'on peut manger. Donc, on a les deux extrêmes qui existent. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Et il y avait également une question autour des nutriments, micronutriments qui pourraient améliorer la récupération, notamment suite à une blessure. Est-ce que vous auriez des conseils par rapport à ça? Peut-être déjà Véronique et puis on passera aux garçons après. Oui, alors il y a évidemment rien de magique, mais il y a des choses qui sont quand même très intéressantes et validées. Après, c'est pas des ordonnances ici, donc c'est difficile de répondre. Ça va dépendre du type de problème, voilà, c'est quoi la récupération, c'est quoi le problème. Mais bien évidemment, on a parlé des oméga 3, d'avoir une alimentation de fond très anti-inflammatoire, ben, ça contribue quand même à raccourcir les délais de guérison et donc à être plus vite sur ses jambes. Et après, il existe dans l'assiette des tonnes d'anti-inflammatoires naturels, que ce soit le curcuma, enfin tout ce qui est épices, tout ce qui est thé vert, tout ce qui va aider aussi le microbiote à être en bonne santé, donc tous les prébiotiques de manière générale. Les prébiotiques ont cette capacité à faire produire des acides gras à chaîne courte par les bactéries qui, notamment le butyrate, ont un effet anti-inflammatoire. On a des souches aussi qui sont anti-inflammatoires. Je voyais dans le chat qu'il y avait cette question, l'intérêt des probiotiques sur les performances. C'est pas la magie, mais il y a des choses en fonction. Et là, toute la difficulté, c'est que c'est des conseils qu'on doit donner de façon vraiment personnalisée. Mais bien évidemment, quelqu'un qui souffrirait beaucoup des intestins, eh bien, certains probiotiques bien choisis, bien ciblés, peuvent vraiment aider alors, c'est pas je suis très bon, je deviens une bête de course parce que je prends des probiotiques. C'est je me sens pas bien, donc ma performance n'est pas bonne. Avec des probiotiques, je me sens mieux, donc je vais mieux performer. C'est comme ça plutôt qu'il faut le voir. Mais très clairement, le microbiote influence la performance. Ça a été vraiment montré. Et il semble, et faire du sport change le microbiote. Donc, on a vraiment tout intérêt à bouger pour améliorer son microbiote. Et avoir un très bon microbiote de base est un critère pour devenir un vrai champion. Donc, on ne part pas tous égaux à la base. Et Merci c'est beaucoup. et c'est pour Alors ça les qu'il garçons, faut ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des leviers différents et se faire accompagner par des professionnels. C'est pour moi la base. En plus, aujourd'hui, encore une fois, hein, c'est comme l'eau. On a la chance d'être dans un pays où la santé ne nous coûte pas très cher. C'est quand même dommage de se dire qu'on a des professionnels de santé qui existent, que ce soit pour son corps ou sa tête. Donc, ça peut être intéressant parce que forcément aussi, la performance passe par un psyché qui est plutôt bien. Donc forcément, c'est toute cette stratégie globale. Comme disait très justement Véronique, il n'y a pas de solution magique. Si la solution magique s'appelle du dopage. Donc effectivement, avec une petite, avec des pilules. Là, c'est des vraies pilules magiques, hein. Là, on pisse violet et on va très vite. Et on gagne le Tour de France. Mais en soi, c'est des stratégies qui permettent indirectement d'être meilleur. Donc, par exemple, on va avoir certaines, là on le voit beaucoup dans les sports de force ou d'explosivité, l'apport de créatine. Pareil, c'est pas un produit dopant, il y en a un peu partout, mais se supplémenter en créatine va nous permettre d'être un peu plus fort et de pouvoir soulever un peu plus lourd, un peu plus longtemps. Ça ne veut pas dire qu'en fait le jour J on va être meilleur d'un coup, c'est juste que sur le long terme avec l'entraînement, ça va nous permettre, in fine, d'être meilleur. Comme le disait justement Véronique sur les probiotiques, ça va être la même chose. Et avoir probiotiques, ça peut être aussi manger un peu de choucroute ou en tout cas des légumes et fruits lacto-fermentés, ça peut être très intéressant aussi parce que c'est pas cher. En plus, c'est hyper facile à faire. Il faut juste faire attention aux micro-organismes peuvent là, pour le coup, des Escherichia coli ou des salmonelles qui peuvent être un peu problématiques. Mais si c'est bien fait et bien cuisiné, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça peut apporter que des bénéfices. Et c'est se concentrer vraiment sur le long terme et être
je pense que c'est le plus facile, en même temps le plus fastidieux, c'est d'arriver à avoir un bol alimentaire bien équilibré et varié. C'est la meilleure manière, la moins chère et la plus la plus écolo-friendly, on va dire, pour vraiment être très performant. Et après, effectivement, quand on passe sur des sportifs de plus ou moins haut niveau, donc c'est quand même on s'entraîne presque tous les jours, on commence à être au championnat de France, Europe, voire aux Jeux. Là, effectivement, il y a besoin d'aller un peu plus loin dans la complémentation parce que le corps n'est pas fait forcément comme une machine, donc faut l'aider. Un Et petit mot sur la justement, vitamine D, Julie. Juste oui, préciser que la vitamine D est une vitamine anti-inflammatoire importante et qu'il y a beaucoup de gens qui en manquent. Et donc, y penser aussi en prévention de blessures, la vitamine D. et donc justement, là, on a évoqué effectivement plusieurs nutriments d'intérêt, mais il y a une question en fait sur Facebook justement, quels aliments en fait vont favoriser cette récupération, parce qu'on ne sait pas forcément où trouver la vitamine D, où trouver les oméga 3 et tout ça, donc peut-être rappeler un petit peu cela. Bah, la vitamine D, on la trouve quasi pas hein, dans l'alimentation, on va pas se mentir. En tout cas, elle est clairement insuffisante. En mangeant équilibré, elle peut couvrir à peu près 20-25% des besoins, donc c'est tout à fait insuffisant. Donc pour ça, il faut soit s'exposer au moins 20 minutes, bras et jambes tous les jours, ce qui est pas simple. Et comme elle est très importante, moi je préconise vraiment une supplémentation. Ça, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de discussion, je pense, de ce côté-là. Et après, bah, j'ai parlé des épices, hein, curcuma, cumin, cannelle, tout ça. Mettez des épices à fond dans l'alimentation, faites des marinades, des choses comme ça. Les légumes pour les prébiotiques, les céréales complètes pour les fibres et les prébiotiques. J'ai parlé du thé vert pour les polyphénols, le cacao, c'est super, hein, du vrai bon chocolat très noir. Le cacao est un prébiotique également. Et donc tout ça permet d'avoir un bon équilibre de microbiote, hein, tout ce qui est fibres et prébiotiques. Donc voilà, globalement, on a fait un petit peu le tour, les fruits, les légumes, les légumineuses, les noix. Tout ça va apporter tout ce qu'il faut a priori à notre corps pour avoir ses défenses. Et puis en effet, dans certains cas, il peut y avoir un déficit avéré, il peut y avoir un besoin voilà, d'un petit peu de polyphénol en plus ou des choses comme ça. Et alors vraiment de façon très ciblée et individuelle, on peut aller en fonction de l'objectif vers une complémentation ou une supplémentation qu'il ne faut pas exclure. Rien que le magnésium, hein, il y a quand même beaucoup de sportifs qui ne parviennent pas par l'assiette à couvrir leurs besoins. Donc ça peut parfois être intéressant quand même de l'envisager. Et justement, pour peut-être finir en ouverture sur cette partie complémentation, les garçons, est-ce que vous voulez nous parler en deux, trois mots de votre scan notes, de comment ça fonctionne? Comme disait Hugo, notre objectif, c'était de donner des clés de lecture aux consommateurs. Donc, on a commencé par décrypter les étiquettes, écrire des articles justement pour analyser non pas forcément un aliment, mais plutôt des filières entières. Donc, ça a commencé sur l'huile de palme, le cacao, les protéines, certains glucides. Et ensuite, on s'est posé les questions parce que quand on voyait nos amis et camarades ou coéquipiers qui justement allaient et s'adonnaient à des shakers de protéines sans forcément savoir pourquoi, comment et quelle était la qualité réelle de leurs produits, ben on s'est posé la question avec Hugo, mais comment justement les aider? Donc, pour aller plus loin et boucler la boucle, on a créé justement un algorithme qui permet de comparer tous les produits de la nutrition sportive et notamment les compléments alimentaires. Donc, on compare les vitamines D entre elles, les barres protéinées, les barres énergétiques, les whey, etc., etc. On essaie de couvrir toutes les typologies de produits, toujours avec l'objectif de se dire la complémentation, par définition, ça vient en complémentation d'une alimentation vraie, équilibrée et surtout avec des produits de saison, ce qui permet d'être plus en lien avec les problématiques environnementales et avec les liens avec les problématiques de son porte-monnaie. Et ce faisant, justement, on arrive à montrer que certains produits, déjà par typologie de produits, bah, ne se valent pas. On va avoir des whey ou des protéines végétales qui ne se valent pas les unes entre elles parce que la qualité intrinsèque des matières premières est différente ou parce qu'il y a l'ajout en fait, d'additifs ou d'ingrédients qui sont potentiellement à risque pour la santé de la personne et enfin, du consommateur. Donc pareil, on se pose des questions là-dessus. Et ça permet aussi de rendre le consommateur ou la consommatrice plus acteur de sa propre consommation, de sa propre alimentation pour mieux choisir en conscience en fonction de sa volonté. Donc nous, on a 40 critères, hein. On va avoir des critères sur l'éthique, sur l'environnement, sur la santé, sur la nutrition.
Et ça permet justement en conscience, ou en super conscience même, de tout à chacun de pouvoir savoir ce qu'il achète. Effectivement, quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec, et quand on achète un produit pas cher, forcément, bah, dans l'équation, il y a quelqu'un qui est un peu lésé. En général, c'est rarement la marque ou le transformateur qui est lésé, c'est plutôt le producteur, voire même le consommateur. Merci beaucoup. Et alors, pour Et terminer, du juste coup, pour compléter ce que disait Ben, pardon, vas-y, Hugo, ouais. non, juste en une minute, montre en main, on a, enfin, comment dire, les produits, en fait, ils sont pas notés. Et c'est ça, c'est très important de le dire, ils sont scorés. Donc, c'est un score comme au sport. C'est pour ça qu'en fait, quand vous allez sur le Scannet, il y a un podium sportif. Et en fait, notre curseur, nous, il est là. C'est-à-dire que on dit pas, c'est pas, en fait, on ne veut pas montrer du doigt tel type et tel type de produit. Il faut acheter celui-là, il faut pas acheter celui-là. L'objectif, en fait, c'est de effectivement sur la réalité, factuellement, par rapport à une étiquette produit, de dire bah, ce qu'il en est actuellement par rapport à ce produit, sur les 4 critères sur lesquels on score le produit. Mais c'est aussi de montrer que ben, voilà, on peut arriver premier ou sur la deuxième marche du podium ou sur la troisième marche. Et puis après, demain, on peut gravir en fait les marches, c'est-à-dire qu'on peut s'améliorer. Donc le but aussi, c'est de montrer aux marques qu'elles peuvent s'améliorer en améliorant leurs recettes, etc., en s'adaptant justement à ce que veut aussi le conscient collectif, hein, la société civile par rapport à des produits plus respectueux de la planète, de l'environnement, de sa santé, etc. Et nous, le curseur, on le met là. Donc, on est vraiment dans une démarche aussi vertueuse en disant, bon, bah voilà, les produits les mieux notés, mais ça ne veut pas dire que les produits qui sont moins bien scorés actuellement ne peuvent pas être mieux scorés demain et arriver sur les plus hautes marches du podium. Voilà. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'outil qu'on a développé. Merci beaucoup pour tous ces éléments et ces échanges très riches. Je voulais juste terminer du coup cette table ronde en vous montrant en fait en avant-première quelques menus en fait qu'on va prochainement partager sur nos réseaux. Donc du coup, on a travaillé en fait des exemples de menus équilibrés pour bien manger et bien bouger. Et donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir aussi mettre à disposition les recettes sur le site Bleu Blanc Cœur. Donc, si vous voulez retrouver déjà les menus qu'on avait pu réaliser par le passé, n'hésitez pas à aller dès maintenant hein, sur le site bleublancoeur.org/menu équilibré. Et donc, d'ici quelques jours, nous rajouterons donc des menus effectivement adaptés plus spécifiquement pour les sportifs. Et vous pouvez bien sûr retrouver toute notre collection de recettes Bleu Blanc Cœur sur notre lien bleublancoeur.org/recettes. Et donc, les recettes là, dans le menu qui sont soulignées, ce sont celles qui sont déjà disponibles sur notre site internet. Donc, vous pouvez déjà aller les consulter si vous le souhaitez. Et puis, alors oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse contact@bleu-blanc-coeur.com. Et on n'hésitera pas évidemment à les dispatcher auprès des intervenants parce que malheureusement on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Et sachez également qu'il existe un collectif Bleu Blanc Cœur et vous pouvez rejoindre ce collectif en tant que consommateur, en tant que professionnel de santé, professionnel des métiers de bouche ou même éleveur. Et en fait, voilà, c'est une communauté du bien produire et du bien manger. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien bleu-blanc-coeur.org/mon soutien. Vous aurez notamment accès à un espace membre avec plein d'infos nutritionnelles, des articles, des conférences. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Et merci beaucoup à tous nos intervenants, donc Benjamin, Hugo, Véronique, pour votre participation. Merci à Bleu Blanc Cœur et Merci à merci vous. Julie. Merci pour Et à l'invitation. bientôt. À bientôt.